Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à décortiquer l'actualité internationale. Il nous faut marquer un arrêt dans notre série sur l'excellence haïtienne, sur l'excellence des peuples noirs, dans le but de vous aider à comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Je l'avais annoncé depuis le mois de novembre, au lendemain de l'élection de Donald Trump, je vous avais dit que Donald Trump allait mettre la hache dans l'ordre mondial, tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ordre mondial, c'est un ensemble d'institutions que les États-Unis d'Amérique ont mises en place. On parle du FMI, on parle de la Banque mondiale, entre autres institutions. Bref, ce qu'on appelle dans les relations internationales les institutions du Bretton Woods. Car c'était dans cette zone des États-Unis, pas trop loin de Boston, en tout cas au Massachusetts, que les États-Unis avaient réuni un certain nombre de grands acteurs, essentiellement ce qu'on appelle les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Techniquement, c'était une guerre tribale européenne, car c'était des nations européennes qui s'entre-déchiraient, comme elles l'ont toujours fait, et elles appellent ça la Seconde Guerre mondiale, puisque le terme est consacré, donc nous devons malgré nous, continuer à l'utiliser. Donc, je dis, dès le mois de novembre, je vous avais annoncé que l'accession, le retour de Donald Trump aux affaires allait marquer la fin de l'ordre mondial tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Donc, l'ordre mondial est surtout caractérisé par les institutions du Bretton Woods, par de grandes alliances outre-Atlantique que les États-Unis ont établies, ont scellées et ont nourries, n'est-ce pas,
au cours de ces 50 dernières années, l'alliance du traité Atlantique Nord, hein, ce qu'on appelle l'OTAN. Quelle est cette alliance? Eh bien, c'est une alliance militaire par laquelle les États-Unis, n'est-ce pas, promettent de sécuriser les pays de l'Europe et de faire en sorte que si un seul pays de l'Europe est attaqué par ce qu'on appelait autrefois la Russie soviétique, eh bien, les autres pays entraient automatiquement en guerre. Bon. Le traité Atlantique Nord faisait pendant au pacte de Varsovie. C'était une alliance que la Russie soviétique établissait avec des pays de l'Europe de l'Est et qui promettait essentiellement la même chose que l'OTAN. Bon, avec l'effondrement de la Russie soviétique, on se posait des questions sur l'utilité de l'OTAN. Au point que même un Emmanuel Macron, qui aujourd'hui joue la Vierge offensée, disait que l'OTAN était comme une institution qui est en survie artificielle. Il avait utilisé le mot coma. L'OTAN était dans un coma et techniquement, on ne voyait pas l'utilité de l'OTAN. Mais bien avant Emmanuel Macron, bien avant les autres analystes, il y en avait un qui disait déjà, depuis la fin des années 90, que l'OTAN n'avait aucune utilité et que si jamais un jour il accédait au pouvoir politique, il mettrait un terme, il mettrait la hache à l'OTAN. Et comme par hasard, l'un des hommes les plus proches de Donald Trump, Elon Musk, a publié sur son compte X cette semaine qu'il va recommander aux États-Unis de se retirer de l'OTAN. Il va recommander aux États-Unis de se retirer de l'ONU, des Nations Unies. Et quand on sait historiquement que l'ONU, c'est l'œuvre des Nations Unies, l'ONU, c'est la fille de la Société des Nations, une société ancêtre, une société aïeule des Nations Unies. Et donc, on se dit, mais tenez, si les États-Unis se retirent de l'OTAN, si les États-Unis se retirent, n'est-ce pas, des Nations Unies, qu'est-ce qui va advenir de l'ordre mondial? Eh bien, l'ordre mondial est en train de changer. Et ce n'est pas peu que de le dire. Je vais vous montrer les preuve de ce changement qui est en train de s'opérer en accéléré sous nos yeux. Mais je vais tenter aussi ce matin de signaler quelques-unes des implications, quelques-unes des incidences de ce changement de l'ordre mondial qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Le prétexte va être l'Ukraine. Le prétexte va être le rapport houleux entre les États-Unis de Donald Trump et le Canada à côté. Il ne s'agit pas tout simplement d'un réflexe individuel d'un président américain, Donald Trump, qui n'aime pas le premier ministre canadien actuel, Justin Trudeau. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Et vous allez voir que derrière les pulsions de Donald Trump, il reste quand même des réflexes d'un impérialiste. Donald Trump, c'est un impérialiste, il est même le type de l'impérialiste qui veut faire des affaires en tout temps et dans toutes circonstances, quitte à provoquer le chaos pour mieux faire brasser des affaires. On verra que du côté canadien, cette guerre tarifaire, cette guerre de taxes que Donald Trump a lancée, guerre par laquelle il impose jusqu'à 25% sur tous les produits canadiens qui sont exportés vers les États-Unis, derrière cela, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus profondément impérialiste. Mais si on va faire de la géopolitique, ce n'est pas tant pour projeter une lumière que pour vous conduire en Haïti, car nous n'allons jamais abandonner l'île.
Et vous allez voir qu'au cœur de cette insécurité qui sévit en ce moment en Haïti, il y a la géopolitique internationale. Si, en ce qui a trait à l'Ukraine, les États-Unis veulent des terres rares, comme je vais vous le rappeler, si en ce qui concerne le Canada, les États-Unis voudront la ressource la plus rare, la plus critique qui soit pour la survie de l'humain, l'eau, on va en parler. Pour Haïti, il y a des ressources rares, mais il y a aussi, surtout, le désir de faire d'Haïti une espèce de station balnéaire, une espèce de site touristique pour des gens riches. En sorte qu'on va devoir parler de ce concept peu connu, mais que nous devons désormais apprendre à utiliser, le mot gentrification. Donc voyez-vous, on va faire de la géopolitique internationale, comprendre, n'est-ce pas, ce que Trump est en train de mettre en place afin de changer sous nos yeux le plus rapidement l'ordre mondial. Et de deux, nous allons vous conduire vers Haïti pour projeter une lumière nouvelle sur ce qui semble être un chaos, ce qui semble être une désorganisation. Mais attention, je vais faire un oxymore. Il s'agit d'une désorganisation organisée. Il s'agit d'une désorganisation programmée, car on veut faire quelque chose après cette désorganisation. Soyons prudents. Nos ennemis sont de grands stratèges. Ils pensent à long terme. Ils pensent sur un temps long. Alors que quand on est dans une situation de survie, quand on est dans un régime d'exception, on pense à court terme. Et c'est là où il nous faut résister à l'envie de penser à court ou à moyen terme, de nous mettre dans la peau inconfortable de nos ennemis et de voir ce qu'ils tentent de réaliser par ce chaos qui s'installe dans notre pays, par ce chaos qui est en train de s'installer dans le monde. Il y a quelque part des marionnettistes qui mettent tout en place de manière à faire advenir un nouveau monde, de manière à faire advenir un nouvel ordre mondial, mais jamais pour le plus grand bien du plus grand nombre, toujours pour les intérêts d'un petit groupe qu'on appellera l'oligarchie internationale. L'introduction était longue, elle paraît abstraite, je comprends, mais soyez patients. Au fur et à mesure que je vais exposer ce qui se cache derrière les pulsions de Donald Trump, vous comprendrez que non, il y a un désir profond de redessiner la carte du monde de manière à ce que les ressources restent entre les mains d'une oligarchie. Oligarchie internationale qui croit que le monde lui appartient. Et quant aux autres, c'est ce que pense cette oligarchie. Il devrait tout simplement disparaître pour laisser la place aux ambitions pharaoniques de cette oligarchie. Donald Trump est en mission. Ce n'est pas un homme qui improvise. Il n'improvise pas. Il donne l'impression d'improviser. Mais il vient exécuter un programme. Mais pour qui travaille-t-il vraiment, Donald Trump? C'est la question qu'il nous faut nous poser et à laquelle nous devons répondre. La réponse risque d'être surprenante. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici. Offrez-vous une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons vous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau,
toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, nous devons commencer l'émission par ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense que c'était vendredi dernier ou samedi dernier, je ne me rappelle plus. Oui, je crois que c'était samedi dernier, au bureau ovale, c'est-à-dire le bureau officiel du président des États-Unis. Donald Trump devait recevoir officiellement le président de l'Ukraine, le président ukrainien, et normalement, il y a un protocole, il y a un décorum. C'est quand même une visite officielle, ce n'est pas une visite d'État, c'est autre chose, c'est une visite officielle, et quand vous accueillez un homologue, il y a un minimum d'élégance dont il faut faire montre, ne serait-ce qu'en présence des autres, en présence des journalistes. Mais tout était mis en place pour forcer le président Zelensky à capituler urbi et orbi, devant la ville et devant le monde. Et littéralement, tout était mis en place. Hein. On appelle ça de l'ordonnancement politique. Il y a des images que vous n'avez peut-être pas vues, mais d'abord, les journalistes qui ont été accrédités à cette rencontre, cet échange entre le vice-président, le président, le secrétaire d'État et le président ukrainien, tout ceci était réglé comme une montre suisse. Les questions des journalistes, en particulier les questions qu'un certain journaliste, qu'un journaliste qui a été accrédité à cet effet, les questions qu'il allait poser visaient déjà à déstabiliser Zelensky. Imaginez qu'un journaliste, et là nous sommes dans un contexte grave, dans un contexte de guerre, un contexte dans lequel, comme le rappelle le président Trump, les gens meurent, un contexte dans lequel l'argent se dépense à flot, on parle de milliards. Un journaliste accrédité par la Maison-Blanche, un journaliste dont le média est très proche de la Maison-Blanche, il fut l'un des premiers à poser des questions. Et imaginez, sa question portait, tenez-vous bien, sur la tenue vestimentaire du président. Avez-vous, vous, déjà assisté à une conférence de presse ou à un échange entre deux hommes d'État dans un contexte grave où les journalistes posent des questions sur la tenue vestimentaire? Mais voyons donc, voyons donc. C'est une question tellement mesquine et pourtant, elle répond d'un agenda précis, déstabiliser, humilier Zelensky de manière à ce qu'il capitule devant tout le monde à Washington. Donc, on avait programmé la visite pour que la capitulation de l'Ukraine devant la Russie se fasse au bureau ovale, devant des journalistes et qu'on dise que c'est véritablement Donald Trump qui est en mesure de régler les problèmes du monde. Le journaliste commence par poser la question que voici à Zelensky: pourquoi n'avez-vous pas porté un costume? C'est un manque de respect pour le peuple américain. Vous êtes dans le bureau le plus prestigieux et vous arrivez en, vous arrivez en sweater. Et déjà, la manière dont Zelensky a répondu annonçait que le feu allait prendre au bureau ovale et c'est ce qui est arrivé. Rapidement, le vice-président a fait comprendre à Zelensky qu'il manquait de gratitude, qu'il manquait de reconnaissance au peuple américain. Il n'a pas dit merci parce que le peuple américain a dépensé des milliards de dollars pour l'empêcher de s'effondrer. Et le président américain intervient pour dire à Zelensky qu'il faut qu'il donne à Vladimir Poutine tout ce qu'il réclame. En fait, je ne suis pas en train de prendre position. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que dès
le début de cette guerre, je vous avais dit qu'il était impossible que la Russie perde cette guerre et que justement cette guerre allait faciliter. Allez réécouter cette émission que j'ai faite le jour même de cette guerre, un dimanche je crois, et j'ai expliqué que non, il était impossible que les Russes perdent cette guerre, mais que cette guerre allait justement aider à redessiner la carte du monde. Et c'est ce à quoi nous assistons là. Et Donald Trump a dit, écoutez, moi je vais arrêter toute aide, je ne vais vous faire aucune promesse de sécurité, à moins que vous fassiez un deal. Faire un deal avec la Russie. Mais ce que vous n'avez pas vu, vous avez vu le président Zelensky rentrer chez lui rapidement, mais ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'il ne l'a pas fait de lui-même. Ce sont les Américains eux-mêmes, en particulier le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a dit au président Zelensky, puisqu'il n'était pas prêt pour la paix, on n'allait plus le recevoir et qu'il devait déguerpir, qu'il devait rentrer chez lui. Waouh! C'est surréaliste, ça dépasse même la fiction. Et pourtant, ce n'est qu'une illustration de l'installation d'un nouvel ordre mondial. Parlons de ce nouvel ordre mondial, car l'ordre mondial dans lequel nous sommes, jusqu'à Donald Trump, il a été installé, établi depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous avais parlé de cette alliance, de cet accord qui avait été signé entre le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill. Les Américains ont mis beaucoup de temps à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Ils ne voulaient pas y entrer, ils voulaient se tenir loin de ce qui se passait en Europe, car comme je vous l'ai dit, la guerre, ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, c'est essentiellement une guerre tribale européenne. C'est des Européens qui s'entre-déchiraient, qui se faisaient la guerre pour avoir plus de terres, pour avoir plus de ressources. D'ailleurs, lorsque Hitler a lancé, n'est-ce pas, les hostilités, il disait le faire afin d'assurer une ère, A-I-R-E, de survie, une plus grande ère de survie à son peuple. Et donc, les Américains ne voulaient pas entrer dans cette guerre tribale européenne. D'abord, le Congrès américain était hostile à l'entrée des États-Unis en guerre. Le peuple américain n'en voulait pas. Mais géographiquement, les États-Unis sont protégés par l'océan. Ils n'étaient pas obligés d'entrer dans cette guerre. Et le président Roosevelt a beaucoup hésité avant d'y entrer. Et lorsqu'il a décidé d'entrer, il ne l'a pas fait sans condition. Il a convoqué le premier ministre britannique ici au Canada à Terre-Neuve. Et là, ils ont passé un accord, ce qu'on appelle l'accord de l'Atlantique. C'était quoi cet accord? Ce que vous devez comprendre, et ça encore, je l'ai expliqué il y a 3 semaines, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 grands empires. Il y avait l'Empire britannique qui dominait le monde, et il y avait l'Empire français. Et à eux deux, ces 2 empires contrôlaient plus que 50% de la population humaine. Imaginez, quand vous connaissez la France, vous voyez bien que la France, c'est un petit pays. Quand vous connaissez l'Angleterre, vous savez bien que c'est une petite île. Imaginez que par la violence, ces 2 pays-là avaient réussi à dominer le monde, géographiquement et démographiquement. Et quand on dit géographiquement et démographiquement, eh bien, l'Angleterre et la France se partageaient littéralement l'Afrique et l'Asie. Qui dit l'Afrique dit les ressources immenses, presque inépuisables. Qui dit l'Afrique dit une population immense. Et le président Roosevelt a dit non, moi, si je dois entrer en guerre et vous assurer la victoire, il faut qu'après cette guerre, nous aussi, les Américains, nous puissions avoir accès aux ressources inépuisables de l'Afrique. Il faut que nous aussi, nous ayons accès aux ressources inépuisables de l'Asie. Et c'est ainsi donc que Churchill et Roosevelt vont signer un accord au terme duquel, à la fin de la guerre, on allait redessiner les ressources du monde et les États-Unis allaient chercher à avoir
leur grande part aux dépens pratiquement de la France. Les États-Unis ont tenté de minoriser la France. D'abord, on ne voulait même pas que la France de Gaulle détienne l'arme nucléaire. Les États-Unis n'aimaient pas de Gaulle et on voulait réduire, n'est-ce pas, la France à une peau de chagrin. Et là encore, si la France est restée une puissance qui compte, c'est grâce à l'Afrique. Elle a mis beaucoup de temps à céder aux pressions américaines, à céder aux pressions britanniques pour ce qui a trait à la décolonisation. Et lorsque finalement la France a décolonisé, c'est pour néocoloniser, c'est-à-dire c'est pour coloniser par de nouvelles voies, des accords secrets, ce qu'on appelle la France-Afrique, etc. Bon, ça c'est l'ordre mondial tel qu'on le connaît jusque-là. Les États-Unis sont devenus vraiment la grande puissance. Les États-Unis sont devenus vraiment le maître du jeu et le monde est partagé littéralement en deux blocs. Vous avez le bloc de l'Ouest, dont les États-Unis sont le leader, et vous aviez le bloc de l'Est avec la Russie soviétique. Sauf que depuis les années 90, début des années 90, la Russie soviétique s'est effondrée. La Russie est devenue une puissance continentale avec le plus grand arsenal nucléaire, mais on l'a vu, dans cette guerre ukrainienne, eh bien, l'arsenal militaire russe a été, pour ainsi dire, surestimé, car cette guerre avait pour but de montrer que les Russes ne sont pas peut-être aussi forts qu'ils pensent l'être. Encore un peu de temps, la Russie commençait à s'essouffler. Elle a dû faire appel aux Nord-Coréens, elle a dû faire appel aux Iraniens, etc. Et comme par hasard, Donald Trump arrive étant un rameau d'olivier aux Russes. Gardons la tête froide pour comprendre ce qui est en train de se faire. Que veulent les Russes? Ce que les États-Unis voulaient justement après la Seconde Guerre mondiale. Les Russes disent, écoutez, repartageons le monde en deux blocs. Pas deux blocs tels qu'on les a connus, c'est-à-dire bloc de l'Ouest et bloc de l'Est, mais faisons en sorte que le monde soit contrôlé par deux hégémones. Un premier hégémone qu'on va appeler les Russes, qui vont pouvoir entrer dans des pays voisins, réclamer des territoires qu'ils veulent, redessiner, n'est-ce pas, la carte de la région, mettre la main sur les ressources, placer des chefs de gouvernement fantoches comme ils le faisaient avant l'effondrement de la Russie soviétique. Et les États-Unis vont continuer à être le leader du monde en mettant la main, en faisant main basse sur les ressources, n'est-ce pas, là où les Russes ne sont pas présents. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets.
Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. C'est au fait le plus grand rêve de Vladimir Poutine. Jusque-là, il ne pouvait pas le réaliser, ce rêve, parce que la Russie soviétique s'est effondrée. Il ne pouvait pas réaliser ce rêve parce que jusque-là, il y avait des présidents américains idéologues qui voyaient en la Russie l'ennemi historique et qui disaient que non, nous devons continuer à humilier les Russes et à garder le fameux bloc de l'Ouest, c'est-à-dire cette alliance outre-Atlantique entre, d'une part, les Américains et les pays européens. On l'a vu, Biden a investi à flot dans cette guerre russo-ukrainienne, mais c'était pour des raisons d'affaires, bien sûr, mais aussi pour des raisons idéologiques. Vous avez un Trump qui ne croit pas dans des alliances multilatérales. Vous avez un Donald Trump qui ne croit pas en une alliance outre-Atlantique. Donald Trump, c'est un homme d'affaires qui dit, moi, à chaque fois que mon pays investit $1, ce dollar-là doit me revenir au centuple. En plus, les États-Unis ont l'avantage d'être protégés par un large océan. Pourquoi devons-nous investir dans l'OTAN pour protéger essentiellement des pays de l'Europe? Car nous ne pouvons pas être attaqués par les Russes. Les Russes ne veulent pas nous attaquer. Pourquoi devrions-nous, n'est-ce pas, continuer à, si vous voulez, entretenir des alliances avec des pays européens quand même si nous n'avons pas d'alliance militaire avec eux, nous allons continuer à brasser des affaires partout à travers le monde. Alors, dans une perspective de rentabilisation extrême, Trump revient aux affaires et se promet de mettre la hache dans des institutions très coûteuses pour les États-Unis comme l'OTAN et qui ne lui rapportent rien. Entre nous, l'OTAN est plus utile aux pays européens qu'il ne l'est aux États-Unis, car du point de vue militaire, du point de vue de la technologie militaire, du point de vue de la puissance de feu, aucun pays ne peut battre les Américains. Et le budget militaire américain dépasse les 10 prochains pays réunis. Alors les États-Unis, objectivement, n'ont aucun intérêt à continuer à payer pour la sécurité des pays de l'Europe, qui sont essentiellement, si vous ajoutez le Canada, essentiellement des pays européens et le Canada. C'est ça l'OTAN. Et en plus, puisque la Russie ne représente pas une menace militaire pour les États-Unis, Donald Trump se dit, mais si on met à part l'idéologie, pourquoi je dois continuer à investir des milliards dans une guerre qui n'en finit pas et qui dure depuis 3 ans, seulement pour prouver au monde que la Russie dispose d'un arsenal militaire moins imposant qu'elle ne l'a fait croire jusque-là. Et si on faisait des affaires entre deux grandes puissances? C'est ça la pensée de Donald Trump. Donald Trump dit, écoutez, moi je n'ai pas besoin de l'OTAN, l'OTAN ne me rapporte rien, et objectivement les amis, l'OTAN ne rapporte rien aux États-Unis d'Amérique. L'OTAN est plus utile aux Européens. Les États-Unis d'Amérique disent, écoutez, moi, je n'ai aucun intérêt dans cette guerre russo-ukrainienne, car
même si la Russie gagne, ça ne m'affecte en rien. De toute manière, les Russes vont gagner. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Russes? Ils veulent avoir accès à des terres, n'est-ce pas, en Ukraine. Mais on va accorder cela aux Russes, on va mettre un terme à cette guerre, et nous, on va garder nos milliards, mais non sans avoir payé à l'Ukraine l'argent qu'on a déjà investi en demandant d'avoir accès à ces minerais rares. Le deal est clair dans la tête de Donald Trump. Donald Trump n'est pas un homme qui comprend les grandes alliances internationales, il ne comprend pas les traités, n'est-ce pas, internationaux, il ne comprend pas des traités dans lesquels plusieurs alliés, n'est-ce pas, interviennent. Non, lui, c'est un homme qui aime faire des deals à deux. Et il comprend les visées russes. Les Russes veulent avoir accès à des terres en Ukraine. Les Russes veulent avoir accès aux ressources. Vous me direz oui, mais c'est immoral. Vous me direz oui, c'est illégal. Mais depuis quand la morale comptait dans les relations internationales? Vous me direz oui, c'est illégal. Mais depuis quand la loi, n'est-ce pas, avait une force pour les grandes puissances? Les États-Unis n'ont jamais respecté le droit international. Ils font ce qu'ils veulent. Les Russes, les Français, les Anglais n'ont jamais respecté le droit international. Le droit international, c'est pour des petits pays. Vous pensez vraiment que Donald Trump, avant de prendre une décision, pense au droit international, mais il s'en tape? De toute manière, le droit international, c'est un ensemble de règles mises en place par les grands pays pour les petits pays. Et quand ces règles-là gênent les grands pays, mais on dit au diable. Et donc l'ordre international va changer en sorte qu'il n'y aura plus de grands traités internationaux, de grandes alliances outre-Atlantique. Donald Trump dit aux Européens, vous êtes un continent, sécurisez-vous vous-même. Je comprends les Russes. Ils veulent avoir accès aux ressources ukrainiennes. Mon pays a investi des milliards dans ce pays. Je vais profiter de la vulnérabilité de l'Ukraine pour négocier un deal. Et dans la tête de Donald Trump, la guerre est terminée. Et en effet, la guerre est terminée. N'avez-vous pas vu cette semaine Zelensky revenir sur sa colère? D'ailleurs, Donald Trump s'en est vanté dans son discours devant le Congrès américain. Il a dit, Zelensky m'a écrit une belle lettre ce matin me disant qu'il était prêt à négocier. Mais fine, Zelensky va donner aux Américains tout ce que veulent les Américains et exceptionnellement dans cette affaire, ce que veulent les Américains, c'est ce que veulent les Russes aussi. Que veulent les Russes? Les Russes disent, écoutez, nous voulons, n'est-ce pas, redessiner la frontière ukrainienne autrement, mettre la main sur un certain nombre de territoires, d'un certain nombre de régions en Ukraine. Bien sûr qu'il restera un pays qui s'appellera l'Ukraine, mais cette Ukraine ne sera jamais autonome en ce que nous, les Russes, nous voulons y mettre des hommes d'État ou des hommes de gouvernement qui seront pro-russes. Et ça coïncide avec l'intérêt des États-Unis sous Donald Trump. Il y aura la paix, et Donald Trump va dire, tiens, donnez quelques régions aux Russes pour avoir la paix, et nous, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir accès à vos terres rares contre les milliards que nous avons déjà investis chez vous. Pauvre Zelensky, il est pris en sandwich. Il pensait pouvoir compter sur les Européens. Les Européens n'arrivent même pas à se défendre contre les Russes. Ils comptent sur les Américains. Et vous avez vu que dès lors que Zelensky s'est senti piégé par Donald Trump et puis J. Vance et Marco Rubio et Elon Musk, il s'est précipité vers l'Europe, mais en dehors de la pièce de théâtre ou du bon film, de leaders britanniques ou de leaders français qui font l'accolade à Zelensky. Avec quoi Zelensky est-il rentré chez lui après avoir rencontré les Européens? Rien. C'est une honte. L'Europe, où se déroule la guerre russo-ukrainienne, a investi moins d'argent en termes d'armes en Ukraine que les États-Unis qui se trouvent à l'autre bout du monde et qui sont pourtant protégés par un océan. Si vous étiez, vous, au bureau ovale, vous vous poseriez la question aussi, pourquoi moi dois-je continuer à protéger
les Ukrainiens contre les Russes? Pourquoi dois-je continuer à investir en Europe pour une guerre qui ne risque même pas de me toucher quand l'Europe, qui est tout un continent, n'est même pas foutue d'investir pour chaque dollar des Américains, $1 ou $1,25. Ils ont toujours compté sur le grand frère qui se trouve à l'autre bout du monde. Et Donald Trump a dit, tout ça c'est fini. Et si vous pensez que cet homme improvise, allez réécouter les discours qu'il prononçait lors de son premier mandat, où il avait demandé à tous les pays de l'OTAN d'investir jusqu'à 10%, jusqu'à 1, 2, 3 fois plus que ce qu'ils ont investi jusqu'à présent. Ils ont demandé au Canada, par exemple, d'investir jusqu'à 1 ou 3% de son PIB dans sa défense, car c'est vrai que le Canada, qui vit à côté des États-Unis, a toujours compté dans toute son histoire sur la protection américaine. Il s'arrange pour être dans toutes les alliances où se trouvent les États-Unis, car il se dit, ah, si jamais j'étais attaqué, les États-Unis me défendraient car je suis son voisin. Tout ça est en train de changer. Et je vous ai dit que dans la tête de Donald Trump, tout comme dans la tête de tout analyste avisé, la guerre russo-ukrainienne est terminée et elle est terminée à l'avantage des Russes. Et Emmanuel Macron a capté 5 sur 5 le message. N'a-t-il pas fait une adresse à la nation en disant, écoutez, nous allons devoir investir un peu plus dans notre défense, nous allons devoir prendre l'Europe entière sous le parapluie nucléaire français, comme si la France était prête à affronter la Russie, qui est la plus grande puissance nucléaire du monde. C'est du bluff tout cela. Zelensky n'y croit pas un traître mot. Emmanuel Macron, c'est un grand discoureur, il a fait un discours, mais croyez ma parole, la France ne lèvera pas le petit doigt pour aller affronter les Russes sur le terrain ukrainien, dès lors que les États-Unis ont dit que pour nous, c'est terminé, nous mettons une pause sur l'aide militaire américaine en Ukraine, la guerre est terminée, ils vont négocier le partage de l'Ukraine entre Américains et Russes sur le dos des Ukrainiens. Ne soyez pas surpris, je suis historien de formation. Les Américains et les Russes ont déjà fait ça sur le dos de Cuba. Vous vous souvenez de cet affrontement, dans un premier temps discursif, pas vrai? Mais affrontement qui a failli, n'est-ce pas, virer en guerre nucléaire entre la Russie soviétique d'alors et les États-Unis de Kennedy. Lorsque les États-Unis, après qu'ils ont décidé d'installer des missiles en Turquie, donc en face de la Russie soviétique, les Russes, à leur tour, ont décidé d'installer des missiles à Cuba, en face de la Floride. On est passé à quelques pouces de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre mondiale selon vous? Parce que, tandis que Castro s'époumonnait à prendre position pour que les Russes n'enlèvent pas leurs missiles du territoire cubain, la vérité c'est que les Russes et les Américains négociaient dans le dos de Cuba un accord et ils ont réussi à s'entendre aux dépens de Cuba, si bien que Castro a appris l'existence de l'accord entre les États-Unis et les Russes par la radio comme tout le monde, les amis. Les grands de ce monde ne vont jamais s'affronter directement. Ils vont s'affronter par pays interposés. Et quand vous avez un Donald Trump qui a la lucidité d'un homme d'affaires, qui sait que derrière la guerre, il y a toujours, n'est-ce pas, la quête du dollar. Il dit, écoutez, les Américains ont trop investi dans une guerre qui ne les regarde pas. Les États-Unis doivent cesser d'investir dans une guerre contre laquelle ils sont pourtant protégés par un large océan. Donnons aux Russes ce qu'ils veulent et profitons de l'accord pour aller chercher aussi quelque chose dont nous aurons besoin, les terres rares des Ukrainiens. Tant pis pour la moralité, tant pis pour l'ordre mondial. L'ordre mondial des 4 prochaines années va être un ordre dans lequel les États-Unis vont négocier à la pièce ce dont ils ont besoin. C'est un ordre dans lequel les États-Unis vont négocier à la pièce avec des pays en fonction de ce qu'ils représentent pour les intérêts
économique américain. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Alors, on vient de comprendre que pour Donald Trump, faire des alliances multilatérales, c'est perdre son temps. Et les États-Unis n'ont pas besoin d'alliances multilatérales. Donald Trump ne comprend pas que les Américains aient perdu leur temps pendant les 50 dernières années à établir des alliances multilatérales avec les pays de l'Europe. Non. La seule chose qui compte pour Donald Trump, c'est le commerce. Et les États-Unis sont suffisamment puissants militairement pour imposer leurs dollars, pour imposer leurs principes économiques sans qu'ils n'aient besoin de faire alliance avec qui que ce soit. Et Donald Trump, ne l'oublions pas, Donald Trump ne comprend que le langage de la force, il ne comprend que le langage de l'argent. Pour lui, Poutine est un homme fort. Il a réussi à rester au pouvoir pendant 25 ans, mais il va rester encore toute sa vie. Et ça, c'est un modèle pour Trump. Il dit, un gars comme ça, il est fort. Un gars qui annexe un autre pays parce qu'il aime les ressources de ce pays, parce qu'il aime les régions qui composent ce pays, pour lui, c'est le modèle à suivre. Vous êtes fort, vous avez la voix au chapitre. Vous êtes faible, vous vous faites manger la laine sur le dos. Encore une fois, c'est immoral, mais la politique internationale, comme on a vu, se moque de l'immoralité. La politique internationale se moque de la morale. La guerre est terminée. Et comme Roosevelt a tenté de le faire avec Churchill après la Seconde Guerre mondiale, puisque moi, je vais investir ma puissance militaire pour vous sauver de l'emprise des nazis, je veux, moi, en tant que président américain, avoir accès aux ressources de l'Afrique, avoir accès aux ressources de l'Asie. Et c'est vraiment à partir de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les Américains vont établir, vont étaler, vont installer leurs tentacules en dehors du continent américain et qu'ils vont se tourner vers l'Afrique, qu'ils vont se tourner vers l'Asie. Mais vous notez que Donald Trump donne tout à Vladimir Poutine. Il y a une question qu'il faut se poser. En dehors du fait que Donald Trump est un homme d'affaires qui ne comprend pas les alliances multilatérales ou qui ne comprend pas les grandes alliances, il y a une question simple qu'il faut se poser. Pourquoi Donald Trump accorde-t-il tout à Poutine? J'ai l'impression que même les grands stratèges russes n'espéraient pas tant de Donald Trump. Et c'est une question qu'il faut se poser. Pour qui travaille Donald Trump véritablement? Et vous notez, je l'ai dit, Donald Trump n'est pas un homme impulsif. C'est un homme qui a la suite dans les idées. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il l'avait annoncé depuis les années 90. Parlons justement des années 90. Tandis que la Russie soviétique venait de s'effondrer, Donald Trump était déjà connu dans le monde des affaires pour ses projets pharaoniques, ses projets de développement immobilier qui n'ont pas toujours réussi. Ne l'oublions pas, Donald Trump n'est pas l'homme d'affaires réussi qu'il prétend être. Donald Trump a fait faillite à plusieurs reprises et à bien des égards, on va voir qui est le on a tiré Donald Trump de la faillite. Et ce qu'on note, c'est que
À plusieurs reprises, quand Donald Trump frôlait la faillite dans les affaires, il faisait un petit tour à Saint-Pétersbourg, la capitale des affaires des Russes, et comme par hasard, tel bâtiment, tel complexe, tel hôtel qu'il possédait et qui était en faillite, comme par hasard, soudainement, ce complexe, cet hôtel est acheté jusqu'à 3 fois son prix par un homme d'affaires russe qui apparaît de nulle part, qui surgit de nulle part, comme une espèce de Deus ex machina, qui achète un bâtiment pour 3 fois sa valeur marchande et qui, étonnamment, n'y met jamais le pied. Waouh! Et des journalistes d'enquête, je parle de journalistes sérieux, ont remonté la filière des affaires de Donald Trump qui marchent subitement. Ils remontent, n'est-ce pas, la filière de Donald Trump qui est sauvé des eaux de la faillite à chaque fois parce qu'un homme d'affaires russe qui surgit de nulle part lui prête de l'argent ou achète ses complexes immobiliers. Eh bien, quelques services secrets pensent que Donald Trump travaille pour la mafia russe. Et ce n'est pas impossible, les amis. Ce n'est pas impossible. Pour que Donald Trump donne tant à Vladimir Poutine, pour que Donald Trump donne même au-delà des espérances de Vladimir Poutine, il faut bien que Donald Trump ait des mobiles inavouables. Bon, alors, que Donald Trump soit allé plusieurs fois en Russie et que les services secrets russes détiennent quelques scènes de galipette de Donald Trump, rien d'étonnant. L'homme est un playboy, l'homme est un homme à femme et ce n'est un secret pour personne, encore moins pour sa femme Melania. Mais ces histoires de galipette, tout le monde les connaît et ce n'est pas un filon pour faire chanter Donald Trump. Je vous soumets cette hypothèse. Et si les Russes détenaient des preuves que Donald Trump a emprunté de l'argent de la mafia, que Donald Trump, n'est-ce pas, a été sauvé de faillite à plusieurs reprises par la mafia russe, qui elle-même est au service des services secrets russes, qui eux-mêmes sont au service, n'est-ce pas, des ambitions de Vladimir Poutine. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Car Donald Trump aurait pu porter Vladimir Poutine à négocier quelque chose, enfin, aurait pu porter Zelensky à négocier quelque chose avec Vladimir Poutine sans donner tout à Poutine et même au-delà des espérances de Poutine. Sachant que les humains agissent par intérêt, il est impossible que Donald Trump donne tout ce que Poutine désire et même au-delà de ses désirs sans qu'il n'y ait quelques outils de chantage détenus par les services secrets. Évidemment, Donald Trump, il est à l'abri de toute poursuite. Comme vous le savez, il y a une règle non écrite aux États-Unis voulant qu'on ne puisse poursuivre un président en exercice. Et donc Donald Trump, vu son âge, vu qu'il est à son 2e et dernier mandat, il sait que c'est maintenant ou jamais qu'il va marquer l'histoire. Et Donald Trump, on le comprendra, n'aura aucune borne, il n'aura aucune limite. Je ne m'en plains pas. Remarquez. Car, étant originaire d'un petit pays qui a beaucoup souffert de l'impérialisme international, qui a beaucoup souffert, n'est-ce pas, de l'emprise incontestable des Américains, qui a beaucoup souffert aussi, n'est-ce pas, de la mémise et de la désorganisation de mon pays par les Français, entre autres, quand je vois un leucoderme, quand je vois un occidental mettre la hache dans l'ordre occidental qui n'a pas fait du bien à mon pays, je ne peux que m'en réjouir. Mais au-delà de ma réjouissance, mon rôle ici à cette émission, c'est de vous aider à comprendre. La guerre, elle est terminée.
elle est terminée. Il arrive souvent qu'une guerre soit terminée et que des soldats continuent de se battre. Il y avait des soldats japonais qui continuaient à se battre, n'est-ce pas, dans des forêts, longtemps après que l'empire du soleil levant s'est rendu et a capitulé devant les Américains. Ce qui se passe sur le terrain, c'est déjà de l'après-guerre. La guerre est terminée. Tant mieux. La guerre est terminée aux dépens des Ukrainiens. Comme cela arrive souvent entre les deux grandes puissances. Donald Trump est en train de redessiner l'ordre mondial, mais il y a une question qu'on doit se poser: pour qui travaille-t-il? Je vous soumets cette hypothèse. Et si Donald Trump travaillait pour les services secrets russes? Prenez le temps d'y penser. Qu'est-ce qui motive Donald Trump à donner tout à Vladimir Poutine et même au-delà de ce qu'il veut? Au fait, Donald Trump donne tout à Poutine. Il reprend les narratifs de Poutine. Il reprend même les mots de Poutine. Il reprend même la perspective de Poutine, en sorte que Donald Trump a l'air d'une poupée, d'une marionnette entre les mains des Russes au bureau ovale. En sorte que la question se pose, et il faut la poser sérieusement: est-ce que Donald Trump va terminer son mandat? Je vais terminer cette première partie de l'émission avec cette question. Donald Trump terminera-t-il son mandat? Ce que vous devez savoir, Donald Trump est en train de bousculer de grands intérêts économiques. Est-ce que les Européens vont rester passifs tandis que Donald Trump est en train de mettre leur sécurité en jeu? En réalité, la sécurité des Européens jusque-là dépendait de l'engagement des Américains dans la sécurité des Européens. Non seulement Donald Trump se retire brutalement, mais il le fait en humiliant les Européens. Est-ce que les services secrets européens vont rester passifs? Je parle des services secrets britanniques, je parle des services secrets français, je parle essentiellement de ces gens-là. Est-ce qu'ils vont laisser Donald Trump continuer à mettre la hache? Mais aux États-Unis, Donald Trump a des ennemis aussi. Il y a quelque chose qu'on appelle le Deep State. Contrairement à ce qu'on pense, le président américain ne fait pas l'ordre mondial. Il exécute l'ordre mondial tel qu'il est conçu par les grands stratèges du Deep State, des gens riches qui ont des intérêts puissants dans l'ordre mondial. Alors Donald Trump vient comme un cheveu sur la soupe, il est en train de foutre la hache partout. Je vais vous soumettre 3 hypothèses. Je peux me tromper, hein? Je suis pas prêt à gager $1 là-dessus, mais dans ma boule de cristal d'historien, il y a très peu de chances que Donald Trump termine son mandat. Et en général, des gens comme Donald Trump qui viennent mettre la hache dans l'ordre mondial, il y a l'un ou l'autre de ces 3 sorts qui lui est réservé. Le premier sort, je vais l'appeler le sort de Napoléon Bonaparte. Avant Donald Trump, il y avait un petit homme, Napoléon Bonaparte, qui foutait la hache dans l'ordre mondial, qui n'hésitait pas à humilier ses voisins. On parle des Anglais, on parle des Russes, on parle des Espagnols. Eh bien, Bonaparte faisait la guerre contre tout le monde. Et aucun pays ne pouvait affronter Bonaparte seul. Vers la fin, lorsque les pays européens réalisaient que quand ils se battaient seuls contre Napoléon Bonaparte, ils étaient vaincus, ils ont fait ce qu'on appelle la Sainte Alliance. Ils se sont ligués contre la France. Ils ont arrêté Bonaparte, ils l'ont déporté, et vous savez qu'il mourra à l'île de Sainte-Hélène. Bon. Évidemment, personne ne s'imagine que cela peut se passer
pour Donald Trump, car les pays ne vont pas affronter, les pays européens ne vont pas se mettre ensemble pour affronter militairement les Américains. Ils ne sont pas suicidaires quand même, puisque du point de vue de la puissance de feu, du point de vue du budget militaire seulement, les États-Unis à eux seuls investissent plus d'argent dans leur armée que les 10 pays qui les suivent immédiatement réunis. D'où le deuxième sort. On va l'appeler le sort du coup d'État. En général, quand vous avez un chef d'État qui se propose de bouleverser l'ordre mondial dans l'intérêt de son pays, les autres pays qui ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font? Ils le renversent. Ils le renversent. Ça, c'est l'histoire des petits pays. On va tenter de renverser Hugo Chavez parce que lui, il voulait utiliser le pétrole pour l'enrichissement de son peuple. Chavez a échappé à 14 tentatives de coup d'État. On a tenté de renverser combien de fois Castro? On a renversé, n'est-ce pas, 3 fois Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Donc c'est le modèle. Quand vous avez quelqu'un qui veut bouleverser l'ordre mondial connu et un ordre mondial qui est au service de grands intérêts d'oligarques, si on ne lui fait pas la guerre, mais on le renverse tout simplement. Bon. Il est peu probable qu'un militaire américain du Deep State, qu'un militaire américain du Pentagone décide de lancer un coup d'État contre Donald Trump. C'est improbable parce que ce militaire sait le sort qu'il lui réserve. C'est la cour martiale, c'est probablement la peine capitale. Donc, ce deuxième sort qu'on appelle le sort du coup d'État est à mettre de côté. Il reste le troisième sort, qui est l'assassinat. Et c'est probablement, encore une fois, j'analyse, je ne le souhaite pas, je ne fais pas une incitation à la haine, soyons clairs, mais j'analyse en tant qu'analyste politique, doublé de l'historien que je suis, c'est de vous dire, en général, quand quelqu'un change l'ordre mondial, soit qu'il y ait une sainte alliance contre lui, le sort Bonaparte, soit qu'il y ait un coup d'État contre lui, l'histoire est faite de ces coups d'État-là, soit qu'il y ait une tentative d'assassinat. Et c'est probablement ça qui est réservé à Trump. Les services secrets des pays de l'Europe vont probablement s'entendre avec des franges, parce que vous savez, les services secrets ne forment jamais un bloc uni. Il y a des idéologies dans les services secrets. Il ne faut pas croire que ce sont tous les gens du FBI, tous les gens de la CIA qui sont pour Donald Trump, pas plus qu'ils n'étaient pas tous pour Joe Biden. Donc il y a des franges, il y a des factions là-dedans. Et ces services secrets-là, européens, couplés à des membres des services secrets anti-Trump, couplés à des membres du Deep State, vont probablement recruter un loup solitaire. Ainsi, ça ne va pas être 10 personnes, ça va être un loup solitaire à qui on va promettre de l'argent pour sa famille, parce que ce loup solitaire sera tout de suite après assassiné, il le sait d'ailleurs. Et on va probablement faire à Trump le sort de Kennedy. Au fait, je vous l'ai dit, dans ma boule de cristal d'historien, encore une fois, je ne gage pas $1 là-dessus, il y a très peu de chances que Trump termine son mandat, très peu. Et Trump n'est pas un homme à se ramollir, il n'est pas un homme à nourrir des peurs. Il a un boulevard devant lui, le Congrès est à majorité républicain, pas vrai? Républicain dans sa majorité ou à majorité républicaine. Donc, du point de vue législatif, tout ce qu'il propose passera comme lettre à la poste. Mais le Deep State ne laissera pas Donald Trump
mettre la hache comme ça dans tout ce qui lui a rapporté autant d'argent. Je vous soumets donc 3 hypothèses. L'hypothèse d'une sainte alliance, donc que j'appelle le coup de Bonaparte. On ferait alliance contre lui, c'est improbable. Impossible. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse d'un coup d'État. Improbable, impossible. C'est pas vrai qu'on verrait un militaire américain déclencher un coup d'État, mais cette affaire-là n'aurait pas de succès. Il reste donc la troisième hypothèse que j'appelle le sort de Kennedy. Il risque d'être assassiné. Encore une fois, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une incitation à la haine, mais l'histoire est un éternel recommencement avec de nouveaux visages, de nouveaux figurants. Donald Trump risque de ne pas terminer son mandat pour plusieurs raisons. Parce que Donald Trump dit tout haut ce que les gens font tout bas. En parlant de tout haut, Donald Trump a osé dire aux Gazaouis, écoutez, moi, mon rêve pour la bande de Gaza, c'est de transformer cette zone en une station balnéaire où des touristes vont venir, on va créer des hôtels partout et on va vous donner du travail. Les États-Unis vont acheter la bande de Gaza et vont la transformer en une zone, dans une station balnéaire. Pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'il avait dit exactement la même chose pour Haïti. Donald Trump, dans un discours, avait dit qu'Haïti n'appartiendrait plus à court terme aux Haïtiens. On va vendre, d'abord on va diviser le territoire haïtien, on va l'émietter, on va le partager en plusieurs morceaux et on va le vendre à des consortiums internationaux qui vont en faire des hôtels, qui vont en faire une station balnéaire pour du tourisme de luxe. Et puisque, comme on l'a vu, Donald Trump n'improvise jamais, qu'il a de la suite dans les idées, il nous faut comprendre ce qui est en train de se faire en Haïti à la lumière de ce projet dont Donald Trump est informé. Il a dit « Haïti n'appartiendrait plus à terme aux Haïtiens. Haïti va appartenir à des consortiums internationaux qui vont partager ce territoire et qui vont en faire des hôtels pour du tourisme de luxe. » Et si Donald Trump avait raison? Je vous invite donc à réinterpréter l'insécurité en Haïti à la lumière d'un nouveau terme que je vais utiliser, qu'on appelle la gentrification. G-E-N-T-R-I-F-I-C-A-T-I-O-N. Je vous en parle après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Avez-vous déjà entendu parler du mot gentrification? Pour vous aider à comprendre ce que c'est la gentrification, je vais vous amener à Little Haiti. Vous vous souvenez de Little Haiti? Une bonne partie de mes auditeurs se retrouvent aux États-Unis. Est-ce que vous vous souvenez de Little Haiti dans les années 90, fin des années 90? Zone invivable, zone pauvre, zone peu fréquentable. À chaque fois qu'il y avait un reportage sur Little Haiti à la télévision, c'était pour vous montrer comment c'était une zone qui était inondée d'armes, qui était inondée de drogue, zone pauvre. En sorte que ceux qui avaient les moyens ne choisissaient pas Little Haiti pour y élever leurs enfants. Ceux qui avaient les moyens ne choisissaient pas Little Haiti pour y élever leur famille. Car quand on disait Little Haiti, c'était associé à la paupérisation, à la pauvreté, c'était associé à de l'insécurité, c'était associé à de la drogue. Et finalement, Little Haiti est devenu une zone de non-droit.
La police n'y allait pas si souvent que cela, car les policiers eux-mêmes prétendaient avoir peur de se faire tirer dessus. Jusqu'à ce que des promoteurs immobiliers aient commencé à s'intéresser à cette zone de non-droit. On se dit, mais parallèlement à la paupérisation de la zone, parallèlement à l'insécurité croissante de Little Haiti, parallèlement au fait que les familles qui en ont les moyens cherchaient à quitter cette zone, mais les promoteurs immobiliers s'intéressaient au même moment à Little Haiti. Et ces promoteurs immobiliers faisaient pression sur les propriétaires de maisons à Little Haiti pour qu'ils vendent, mais pour une bouchée de pain. Alors, la gentrification, c'est un concept en sociologie qui exprime l'intérêt soudain des gens riches pour un quartier pauvre. Au moment où le quartier devient infréquentable, au moment où le quartier devient insécure, au moment où le quartier devient risqué, au moment où aucune business sérieuse ne marche dans une zone, mais tout à coup, vous avez des gens d'affaires, vous avez des artistes qui s'intéressent à la même zone et qui sont prêts à acheter pour une bouchée de pain des maisons parce que il est impossible d'y vivre. Donc la gentrification, c'est le phénomène par lequel des gens riches s'intéressent à une zone pauvre et ces gens riches-là font pression sur les gens pauvres pour qu'ils laissent la zone parce qu'ils ont quelque chose en tête que les gens pauvres ne voient pas. La gentrification étant un phénomène qui est étudié en sociologie depuis les années 60, eh bien, on décompose la gentrification en plusieurs stades. Le premier stade de la gentrification, c'est le stade de l'insécurité et de la pauvreté. Une zone pauvre, en soi, est vivable s'il n'y a pas d'insécurité. Une zone pauvre en soi est vivable s'il n'y a pas de drogue. Une zone pauvre est vivable si la police essaie, tant bien que mal, d'y maintenir un certain ordre. Mais le premier stade de la gentrification, c'est de la pauvreté couplée à l'insécurité. Et cette insécurité-là, c'est une insécurité artificielle, c'est une insécurité faite de main d'homme, car c'est une insécurité qui est nourrie par des armes chères, c'est une insécurité qui est nourrie par des armes sophistiquées qu'on place entre les mains de gens pauvres qui gagnent même pas autant que coûte l'arme. Alors, vous comprendrez rapidement que cette insécurité-là est entretenue par des gens qui ont les moyens d'acheter ces armes-là. Cette insécurité-là est entretenue par des gens qui ont le contact pour avoir accès à ces armes-là. Et cette insécurité-là, elle est programmée. Souvenez-vous de Little Haiti. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Pauvreté, insécurité, ceux qui en ont les moyens, n'est-ce pas, laissent cette zone. Ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de vendre, n'est-ce pas, leur maison pour une bouchée de pain. Et entre-temps, les promoteurs immobiliers font pression sur les propriétaires pour qu'ils vendent. Première étape de la gentrification, premier stade, pauvreté accouplée à de l'insécurité artificielle, de l'insécurité nourrie par des armes chères, de l'insécurité nourrie par de la drogue. Vous imaginez des gens pauvres, mais qui ont accès à de la drogue qui coûte cher. Vous imaginez des gens pauvres qui vendent de la drogue, mais ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour d'autres. Deuxième étape de la gentrification, vente accélérée des maisons. Puisque la vie devient impossible, puisque l'insécurité est croissante, puisque la zone devient une zone de non-droit, mais on n'a pas le choix. Les gens vendent leur maison pour une bouchée de pain
Ils ne vendent pas à d'autres individus. Ils vendent à des promoteurs internationaux qui forment un consortium, à des promoteurs très riches qui organisent des rencontres avec les propriétaires, qui organisent des rencontres avec les gens d'affaires de la zone, qui organisent des rencontres avec les petites gens pour les faire comprendre que l'offre qu'ils mettent sur la table est une offre sérieuse, qu'ils ne risquent pas de revoir avant longtemps. Et sous cette pression, les propriétaires vendent. Moi, j'ai un ami qui est l'un des rares à avoir résisté à la vente sous pression des consortiums internationaux. C'est un ami d'ailleurs qui écoute l'émission, il est connu d'ailleurs, hein. Je ne vais pas le nommer, mais il me dit, ces promoteurs internationaux sont revenus à plusieurs reprises dans sa librairie, ils sont revenus à plusieurs reprises dans son épicerie, ils sont revenus à plusieurs reprises dans sa boutique, vendez-nous, vendez-nous, le quartier est en train de dépérir, pourquoi tenez-vous à garder, n'est-ce pas, vos affaires ici? Mais c'est parce qu'ils savaient ce que c'était la gentrification. La première étape, c'est la paupérisation. Donc l'appauvrissement couplé à de l'insécurité artificielle. La deuxième étape consiste à détruire tout ce qui a été vendu. On veut raser le quartier, souvenez-vous, hein, de ces maisons, n'est-ce pas, de petites gens. Souvenez-vous de cet Audis, à bien des égards, n'est-ce pas, de Little Haiti. Tout ça a été rasé en un rien de temps. L'insécurité accouplée à l'appauvrissement, première étape. Deuxième étape, on vend. On vend pour une bouchée de pain car la vie devient impossible là. Donc on vend pour une bouchée de pain à des promoteurs immobiliers. Une fois qu'on a vendu, que font les promoteurs immobiliers? Ils rasent tout ce qui existait. Et quatrième étape, ils transforment cette zone de non-droit en zone embourgeoisée. Ils établissent des maisons luxueuses, ils établissent des boutiques luxueuses, ils établissent, n'est-ce pas, des magasins luxueux. Et maintenant que des magasins luxueux sont établis, maintenant que des boutiques luxueuses sont établies, la police vient pour maintenir l'ordre et faire en sorte que cette zone soit un modèle de propreté, un modèle de sécurité, un modèle de civilité. Si vous allez aujourd'hui à Little Haiti, vous qui y vivez, les boutiques les plus chères se trouvent à Little Haiti. J'ai été dernièrement à Little Haiti. J'ai lâché un petit sourire lorsque l'un de mes amis m'a amené dans une boutique où on vend des montres Richard Mille, les amis. Probablement l'une des montres les plus chères au monde. C'est des montres qui se détaillent à 500, à 600 000, parfois même à plus de millions de dollars américains. À Little Haiti, vous trouvez les boutiques les plus chères. Et je suis sûr que vous pouvez parcourir aujourd'hui Little Haiti d'un bout à l'autre. Vous ne trouverez pas une seule once de drogue. Vous pouvez vous promener à n'importe quelle heure à Little Haiti. Vous n'entendrez pas un seul sifflement de balle parce que tout ça s'est terminé. C'était ça l'objectif final de la gentrification. La gentrification, c'est le processus par lequel des gens riches s'intéressent à une zone pauvre et pour prendre possession de cette zone, ils créent l'insécurité, ils font pression pour que les propriétaires vendent et eux, ils achètent, n'est-ce pas, pour une bouchée de pain. Une fois qu'ils achètent, ils rasent tout ce qui existait et là, ils implantent dans cette zone mal famée autrefois des constructions, des complexes parmi les plus chers et font de cette zone-là un modèle de vie luxueux. C'est ce que Trump propose pour Gaza et c'est ce que Trump a annoncé pour Haïti. Donald Trump a dit qu'Haïti n'appartiendrait plus aux Haïtiens. Haïti serait vendu à des consortiums d'immobilier international qui en ferait une station balnéaire de tourisme luxueux.
Vous ne vous rendez pas compte que c'est ce qui est en train de se passer à Port-au-Prince maintenant? Vous avez un appauvrissement qui est couplé à de l'insécurité. Les gens qui créent de l'insécurité ont des armes qui coûtent extrêmement cher. Il ne manque jamais de munitions. Les munitions coûtent très cher. Ils n'ont jamais laissé Haïti. Pourtant, on leur envoie des armes depuis les États-Unis d'Amérique. Dernièrement, la République dominicaine a mis la main sur un stock d'armes qui viennent directement des États-Unis d'Amérique. Waouh! Cela s'appelle la gentrification. Nous sommes encore au premier stade de la gentrification. Appauvrissement couplé à de l'insécurité. Une insécurité artificielle. Barbecue, ISO, Vitellum, toutes ces saloperies, ces pourritures d'hommes, ces pourritures humaines, détiennent des armes qui coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne peuvent, n'est-ce pas, se le procurer. Ils ont accès à des armes alors qu'ils n'ont jamais laissé Haïti, mais ce commerce international, ce commerce transnational d'armes qui se fait surtout aux États-Unis, comment font-ils pour y avoir accès, eux qui n'ont jamais laissé leur fief? Gentrification. Là, ils sont en train de chasser les gens. À Little Haïti, on achetait les biens. Mais là, on n'a pas besoin d'acheter, il s'agit d'Haïti. Il faut seulement chasser les gens de leur territoire. Ils vont quitter avec leur matelas sur la tête. Ils vont quitter avec leur panier sous le bras. Ils vont quitter avec 2 ou 3 haillons sous le bras. Dans le 3e stade, comme on a vu à Little Haïti, on va raser. Vous ne voyez pas ce que les barbecues, les ISO sont en train de faire? Autrefois, ils chassaient les gens de chez eux et ils s'y installaient. Maintenant, non, ils mettent le feu. On entre déjà dans un autre stade qui consiste à raser les maisons, à raser la zone pour que les habitants n'y reviennent plus. Et bientôt, des internationaux vont s'intéresser à ces terres. Ils vont les acheter pour une bouchée de pain. Parce que c'est une zone pauvre. C'est une zone d'insécurité. Une fois qu'ils auront acheté ces biens, une fois qu'ils auront acheté ces terres, avant de construire ou de reconstruire pour faire de ces zones-là une station balnéaire de tourisme luxueux, ils vont faire appel à de vraies forces de sécurité. Et là, vous allez voir, l'armée américaine va arriver. Là, vous allez voir, la police américaine va arriver et va nettoyer la zone. Les mêmes barbecues dont on se servait, les mêmes ISO dont on se servait, les mêmes Vitellum dont on se servait pour terroriser la population, vont être neutralisés par de vraies forces de sécurité et on va transformer Port-au-Prince en une station balnéaire de tourisme international luxueux et on va donner du travail aux habitants de Port-au-Prince. Et là, les chums de ce monde vont dire, regardez comme on est bien. Avant, vous étiez terrorisé par barbecue. Avant, vous étiez terrorisé par Vitellum. On vous chassait de chez vous. Là, vous pouvez habiter, n'est-ce pas, loin de ces grands hôtels et y venir travailler parce que désormais, la sécurité y est établie grâce à nous. C'est pour ça que je vous ai dit, ce qui se passe là en Haïti n'est pas sans rappeler ce qui s'est fait à Little Haïti. Et c'est Donald Trump qui nous a livré la clé lorsqu'il a dit « Voici ce qu'on va faire de Gaza ». Les Américains vont acheter la bande de Gaza et vont transformer la bande de Gaza en une station balnéaire de tourisme international. On va vous donner du travail. Sauf qu'avant d'avoir parlé de Gaza, ce même Donald Trump avait dit qu'Haïti n'appartiendrait plus aux Haïtiens, qu'elle serait vendue à des consortiums internationaux qui en feraient une station balnéaire de tourisme luxueux. Les amis, ce qui se passe là dans notre pays, c'est de la désorganisation organisée. C'est du désordre planifié.
Ça s'appelle de la gentrification. Entre-temps, vous notez, vous avez des dirigeants, vous avez 9 présidents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, ils volent, ils sont tous corrompus. Ils passent leurs maîtresses dans des postes. Ils nomment leurs amis dans des postes diplomatiques. Ils font le tour du pays en inaugurant des aéroports qui ont plus l'air de poulailler que d'aéroports. Et ils sont tout heureux parce que la population est terrorisée par barbecue ou par Vitellum, mais eux, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas menacés. Vous notez ce pacte de non-ingérence, non-agression qu'il y a entre les terroristes et les dirigeants. C'est comme s'ils ont le même patron. Leurs patrons disent aux terroristes, ne touchez pas aux dirigeants, et les dirigeants ne pourront pas vous nuire. Donc, terrorisez la population, faites fuir la population, mais donnons aux Haïtiens l'impression qu'ils ont des dirigeants, même si les dirigeants, ils ne font que jouer, ils plaisantent, ils volent, ils sont corrompus, ils ne foutent rien. Les amis, c'est de la désorganisation organisée. C'est du chaos planifié. Les gens riches veulent tout acheter. Et puisqu'ils ne veulent jamais tout acheter au juste prix, ils créent de la terreur pour vous forcer à fuir, pour vous forcer à vendre pour une bouchée de pain, et après pour transformer votre maison, votre pays, votre territoire en une station balnéaire de tourisme luxueux. J'espère que mon émission, à défaut de vous redonner courage, j'espère que l'émission vous permet de comprendre ce qui se passe là. Ce n'est pas par hasard. Les Haïtiens n'ont pas ce réflexe de violence-là. Les barbecues travaillent pour des patrons qui ne montrent pas encore leur visage. Ils veulent chasser les habitants de Port-au-Prince de leur maison en créant de l'insécurité artificielle, en appauvrissant cette population. Ils vont acheter, ils vont prendre pour une bouchée de pain et après ils vont transformer la zone en des hôtels, en des resorts, et ils vont vous donner du travail chez vous. Et ils vont vous dire, applaudissez-moi parce qu'avant, la vie était impossible. Maintenant, vous travaillez en paix. J'espère vous avoir été utile, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Vive le peuple haïtien, vive Haïti. Et quant aux dirigeants haïtiens, je les emmerde. Bonne semaine. Au revoir.